poursuivons à présent l'exploration et les histoires qu'on nous raconte, parce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, avec Scott Longfellow, conservateur au MUDAC. Il est diplômé en sciences politiques et gestion des industries créatives. Il est notamment à l'origine du Bureau des usages, l'organe de design prospectif et spéculatif du studio Rami Fischler. Où êtes-vous? Ah, vous êtes juste là, je ne vous voyais pas. Scott Longfellow, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je travaille au MUDAC et aujourd'hui quand on m'a dit qu'on allait parler de design et d'innovation, j'avais envie de faire un petit retour historique. Moi je m'occupe pas beaucoup d'histoire du design habituellement, mais il m'a semblé intéressant. On va faire écho à ce que disait Nicolas Anchaud. On va partir de l'autre côté de l'Atlantique parce que pour moi cette relation entre design et innovation, elle passe par le marché et la communication. Et tout ça se cristallise un peu entre deux guerres aux États-Unis. On commence avec un petit clip promotionnel qui a été fait par Max Fleischer pour la World Fair, la foire mondiale universelle de New York en 1939. Their father and mother and sister and brother, oh, everyone's there. The world's at the fair. From France to Australia, from Maine to Australia, oh, everyone's there. You're sure to meet Tom, Dick, and Harry, and maybe the one you'll eventually marry. If you should be there, you'll never regret it, and never forget it, for the whole world's at the fair. All out for the world fair, all out. Watch the doors, well, you look. I never seen the like. Never did. Man. Well, what's this? Oh. Oh. Wonderful. Yeah. Must be homes built by your wages. Yeah. Wonderful. Gosh, I'm kind of thirsty. How about you? Yeah. Oh. Well. Look at that. Well, I never. Fresh, too. Well. Think I'll tidy up a bit. Uh-huh. See you later, Elmer. All right, Brandy. Well, what in tarnation? Hey! Look out there. What you doing? Yeah, oh. Oh! Oh, some service. Yep. Oh. Swing your partner. To and fro, round you go. Oh. Wow. What's this? Oh. Look what I got, Randy. No gas bucket. Get in, Randy. Let's go, Elmer. Come on, dog biscuit, we're off. Alors voilà, on a un bon résumé de ce qu'est la promesse du design, mais aussi le rapport au marché, à l'argent, à la croissance. Donc on a un couple un peu crotté comme ça qui arrive dans une charrette qui, grâce
à la technologie et à tout ce que la société moderniste peut apporter, se sortent, ont une vie oisive, sont plus propres et surtout à la fin vont beaucoup plus vite. Et en fait, ce système, cette promesse qui est aujourd'hui en crise, mais qui est quand même tout à fait opérante, elle a été montée par 3 personnages. Évidemment, il y a eu beaucoup plus de personnes, mais 3 personnages qui sont assez importants pour moi. Donc évidemment, c'est des hommes, on pourrait en parler. Le premier, c'est Hugo Gernsback, qui en fait est celui qui a inventé le terme de science-fiction, de scientifiction. Alors vous le voyez c'est un peu une caricature cette image, mais elle est assez belle. Et pour lui, la science-fiction, elle a 3 usages. C'est évidemment divertir les lecteurs, c'est aussi pousser l'innovation technologique, et puis c'est développer les marchés. Alors lui, il habite au Luxembourg au début, il rêve de transformer le monde avec la technologie. Il dépose un brevet de batterie, mais qui en fait est déjà déposé. Mais il est vexé, et donc il part aux États-Unis, il émigre, et il dépose beaucoup de brevets. Ça marche pas vraiment. Et donc pour gagner sa vie, il ouvre une petite boutique de commerce de détail d'objets électroniques. Et pour promouvoir ça, on est à l'époque où on invente la pâte de papier, donc la communication aussi de masse par les magazines comme ça. Il commence à faire des catalogues, et dans ces catalogues où il décrit ses produits, il commence à faire un peu de vulgarisation scientifique, et petit à petit, il y invite la fiction. C'est en fait l'origine de ces magazines de vulgarisation technologique. Et là, on voit déjà comment est-ce qu'il va créer un réservoir assez hallucinant d'usages connectés. On est dans les années 10, 20. Vous avez Skype, vous avez la réalité augmentée, vous avez plein d'éléments comme ça, jusqu'à des choses un peu plus bizarres qu'on retrouvera dans la scientologie plus tard avec l'émetteur qui permet de voir ce que ça donne. Et aussi, je crois que la première opération robotique, elle a eu lieu il y a 20 ans. Il la dessine en 1925. À partir de 1923, on a le terme scientific fiction qui apparaît, et puis seulement après, c'était d'abord dans des magazines de vulgarisation scientifique qu'apparaissent la science-fiction, et donc les premiers numéros en 1928 seulement dédiés à la fiction. Alors, c'est un businessman qui fait souvent faillite. Il a quelques problèmes de relation avec ses illustrateurs, notamment, qui ne payent pas très bien. Mais il continuera quand même à porter ses prédictions dans ce qu'il appelle des forecasts, qui sont des sortes de cartes de Noël qu'il envoie à tout son réseau, où il a encore et toujours ces inventions d'usage connecté qui n'existent pas vraiment, jusqu'à cette machine assez marrante qu'on pourrait appeler aujourd'hui, de manière anachronique, une machine à connaître votre genre. Donc il est très peu connu en fait du grand public. Évidemment, dans la partie science-fiction, c'est un dieu. Le prix Hugo, qui est un des plus grands prix de SF, fait référence à Hugo Gernsback. Deuxième bonhomme que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Edward Bernays. Alors lui, c'est le double neveu de Freud, de Sigmund Freud, et il va inventer ce qu'on appelle les relations publiques. Donc petite histoire, je crois que lui, il est enfant de gros propriétaires terriens qui font du grain. Il n'est pas très bon à l'école, il est un peu flemmard, mais il a quand même lu Gustave Le Bon et Psychologie des foules. Et il a un de ses copains qui hérite de son père une maison d'édition qui édite notamment 2 magazines de santé. Et dans ces magazines, on parle de cette pièce de théâtre, Damaged Goods, qui est une histoire un peu sordide d'un adultère qui refile la syphilis à sa femme. Et il est censé défendre ça. Et donc, pour défendre ça, il va créer une sorte de fondation en montrant qu'il faut se préoccuper de ces questions. Il va emmener dedans Roosevelt et puis d'autres grands magnats américains. Il est aussi impliqué dans la Commission Creed. Donc, comme vous le savez peut-être, Wilson, donc président des États-Unis, avait d'abord dit que les États-Unis ne participeraient pas à la Première Guerre mondiale. Et puis à un moment, il change évidemment de décision et il faut impliquer les foules. Et donc Bernays participe à cette commission, d'où sort cette affiche qui est une icône assez importante. Mais aussi, il invente ce qu'on appelle les 5 Minutes Men, qui sont des
des façons d'intervenir dans des réunions publiques comme ça où on va parler de guerre. Et donc il engage des gens pour parler pendant 5 minutes en disant que c'est super bien, que c'est patriotique, que c'est comme ça qu'on devient un homme. Et petit à petit, en fait, cette façon d'engager le public, elle marche très bien. Et donc sa femme lui dit qu'il y a un business, lui souffle à l'oreille en lui disant qu'il y a un petit business à porter là-dedans. Et donc il va transposer ses stratégies de communication politique à celles du marché. 2 exemples ici. D'abord, il travaille pour Procter & Gamble, qui ont un gros problème parce qu'on a inventé les gels douche. Et donc le savon en barre se vend beaucoup moins, parce que ça pique les yeux, etc. Et donc il va inventer des trucs mais totalement absurdes, genre des concours de sculpture sur savon entre écoles, qui vont arriver à une échelle nationale. Et évidemment, les ventes de savon montent beaucoup plus. Plus intéressant encore, on pense tous, ça c'est le petit-déj américain de base. En fait, c'est une invention de Gernsback qui est employée par le syndicat du cochon, j'imagine, aux États-Unis. Et il se demande comment est-ce qu'on peut faire consommer plus de viande. Eh ben, il va dire qu'il faut manger des protéines le matin, donc rajouter un repas où on mange de la viande. Et comme ça, il invente le petit-déj américain, avec une relation déjà très très forte à la médecine et cette sorte de justification de ce qu'apporte la médecine aux consommateurs. Encore plus fou, la cigarette. La cigarette a été développée très très fortement pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'on filait des cartouches aux soldats, mais les femmes ne fumaient pas beaucoup. Donc il commence avec cette première image qui est quand même extraordinaire, en montrant que la cigarette fait maigrir. Et il invente toute une série de petits punchlines comme ça, reach for lucky instead of sweet, des choses qui sont assez marrantes. Mais donc ça commence à marcher, mais pas totalement. Il a un gros problème, c'est que son copain Raymond Levy, qui est un des chantres du Streamline, un grand designer, a dessiné un paquet vert. Or le vert n'est pas du tout à la mode. Pareil, grande campagne de mobilisation publique avec des campagnes dans Vogue pour remettre le vert à la mode, etc. Enfin, ça va très loin, on n'est que dans les années 30. Et alors là, encore plus fort, ça marche toujours pas. Enfin, elle commence à fumer un peu dans le privé, mais surtout pas dans le public. Et là, je sais plus exactement, je crois que c'est en 1939, il savait pas comment faire, donc il va voir un psychanalyste qui lui dit que la cigarette, c'est un symbole phallique, et donc il faut qu'il utilise ça. Donc il invite un groupe de suffragettes, donc les femmes qui militaient pour le droit de vote. Et puis, à un moment précis, là où évidemment il avait confié toute la presse, tous les photographes, elles sortent de leur jupe une cigarette et elles les enflamment et elles disent que c'est les torches de la liberté, the torches of freedom, pour vraiment relier tout ça. Donc le mec est un génie, il a fait des choses encore plus dégueulasses après, notamment avec l'invasion du Guatemala en 1956. Mais bon, on comprend bien comment, en fait, on crée dans l'innovation, il y a aussi de l'innovation de créer des marchés, de créer des usages, de créer des besoins qui ne sont pas vraiment là. Et à ces besoins, il faut donner forme. Et là, je vais vous parler d'un des designers, mais il y en a plein d'autres aux États-Unis, mais Norman Bel Geddes, qui, on a des références en commun là, qui fait partie du Streamline. Donc Nicolas a parlé tout à l'heure de l'ère moderniste, mais c'est assez important et on n'en parle pas beaucoup dans notre culture européenne de parler du Streamline, où on a une sorte d'opposition, vous verrez des images d'objets après, entre le mouvement moderniste qui prône la transparence, l'efficacité de la machine, avec un progrès social, et à l'inverse le Streamline, où c'est une sorte de capotage, où on met des formes qui font vendre et puis on s'en fout. Mais en fait, derrière le Streamline, il y a aussi toute la question de l'usager, de comment est-ce qu'on met un bouton pour comprendre facilement l'usage de cet objet. Et lui, il va être évidemment là-dedans. Voilà, là, par exemple, on a les anciennes cuisinières qui sont redessinées là. Après aussi des enquêtes sociologiques, ou en tout cas des entretiens avec des consommateurs qui disent que le plus gros problème, c'est de nettoyer, etc. Norman Bel Geddes, il est d'abord scénographe à Broadway.
Il travaille beaucoup pour les vitrines. Donc il y a aussi toute une réflexion sur la lumière, sur ce qu'on veut voir, comment est-ce qu'on présente les choses, au-delà de l'usage. Enfin, une vision un peu plus holistique. Donc il fait des projets qui sont assez intelligents. Et par exemple là, vous avez un service à cocktail qui est assez intelligent parce que le capuchon de la carafe, c'est aussi la même forme que le verre. Donc on a des économies évidemment industrielles. L'invention de l'agua de seltz, là, de l'eau gazeuse, etc. Et des projets qui sont juste là pour dire que c'est le futur, donc des projets assez absurdes comme comment faire une piste d'atterrissage gonflable qui flotterait sur l'eau devant Manhattan. Mais peut-être, et c'est mon dernier moment, la chose la plus folle qu'il a faite, donc il travaillait, vous savez que donc, World Fair à New York en 1939, il avait déjà travaillé sur Shell sur les problèmes d'embouteillage, aussi pour montrer à quel point le design est là. Et, On the spiral ramps, we await our turn for the peu, excursion into time and space. Et donc, il fait ce pavillon qui va faire 35 000 mètres carrés, donc c'est absolument énorme, construit pour l'occasion à General Motors, où vous avez des gens comme ça qui embarquent dans un sorte de petit train pour un voyage de 16 minutes. On est en 1939, personne n'a pris l'avion, comme dans un parc d'attractions. Et puis, ils survolent comme ça les États-Unis. Il y a plus d'1 million d'arbres de miniatures qui sont mis en place. Donc on est dans une vision du futur qui est complètement hallucinante. Et on va suivre comme ça le trajet dans le futur d'un camion de lait qui vient de la campagne pour aller apporter à la ville le lait avec tous les changements qu'il va faire. L'idée évidemment derrière, c'est de dire qu'il faut choisir le système routier et donc monter des autoroutes avec tout, plutôt que le train. Il y a quand même un grand débat aux États-Unis à cette époque. Lui, il va évidemment réfléchir à ce que ça veut dire des autoroutes en tant que designer. Comment est-ce qu'on entre dedans? Qu'est-ce que c'est une bretelle? Comment est-ce qu'on fait différentes voies? Est-ce qu'il y a différentes vitesses? Comment est-ce qu'on double? Et il va aussi, comme vous voyez là, et il va aussi faire le chantre du développement de ce que peut apporter aussi la technologie, où vous allez voir des barrages, des systèmes de retraitement d'eau. Encore une fois, je le dis, personne n'a pris l'avion, on est au-dessus, on voit l'élément par-dessus. On a vraiment une sorte d'épiphanie du futur comme ça, qui va nous permettre de comprendre ce que ça veut dire et quel est le bénéfice de la technologie, de l'innovation, pourquoi est-ce qu'il faut y aller, avec une grande promesse sociale de transformation de vie qui n'est pas là aujourd'hui. Et à la fin, vous allez voir, on arrive dans une ville, ça va arriver dans quelques instants. Voilà, on voit des ouvrages d'art comme ça, complètement hallucinants. Et donc ça, c'est le plan de la ville, d'une ville qui ressemble à Détroit, je crois, mais évidemment qui est une ville fictive projetée dans 60 ans. Et donc on arrive dans cette ville et à la fin, vous allez pouvoir descendre dans un quartier qui est construit échelle 1-1, une sorte de maquette du futur, comme ça, où vous allez pouvoir aller faire du shopping, voir les voitures du futur, évidemment, parce qu'on est à General Motors, et comprendre ce que ça veut dire. Donc dans cette relation à l'innovation, en fait, ce qui est hyper important de voir, c'est la place du marché, la place des promesses qu'on a, et aussi le rôle du designer à vendre ces promesses et à leur donner forme. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci.